Metaverse, le projet fou de Facebook, constitue-t-il le futur d'Internet? Apple va-t-elle suivre et parvenir à imposer sa propre vision? Son projet de casque de réalité virtuelle et augmentée que la rumeur annonce a-t-il des chances d'aboutir? Dispose-t-on des ressources technologiques pour bâtir ces mondes virtuels que la science-fiction nous promet? Au-delà du défi technologique, quel enjeu politique et éthique? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité, bien sûr, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à réagir en direct ou à réagir en différé dans les petits commentaires. Dans YouTube, vous avez l'habitude maintenant depuis presque plus d'une dizaine d'années, avec comme chroniqueur cette semaine en plateau à mes côtés, j'ai beaucoup de chance, un spécialiste des univers virtuels via sa société Underside, monsieur Christophe Degrève. Bonjour Christophe. Salut Olivier. Alors tu as plein de casquettes, hein, Christophe, tu es spécialiste des objets connectés, on a fait une super émission ensemble avant Noël et elle a super marché, merci beaucoup. Et puis via Underside, tu t'intéresses beaucoup aux univers virtuels. Oui, tout à fait, oui, c'est l'un de nos métiers, réalité augmentée, réalité virtuelle et intelligence artificielle. Alors, habile transition, l'intelligence artificielle, c'est la spécialité de ton voisin, monsieur Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Tu as bien révisé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir-là. Il va vraiment être prospectif ce soir. Il y a plein de choses à dire. Bon, en tout cas, une chose est sûre. N'oubliez pas de vous abonner, ou sinon on envoie Olivier dans le métaverse et on le laisse pas revenir. C'est pas beau à voir, vous allez voir, c'est vraiment pas beau. L'un des débouchés naturels des mondes virtuels, c'est du métaverse, c'est bien sûr les jeux vidéo. Il nous fallait un spécialiste, un grand spécialiste. Monsieur Julien Chiez, bonjour Julien. Bonjour Olivier, bonjour l'équipe. Je ne fais qu'un mètre 79. Mais tu es grand dans le métaverse. Pas plus que ça. Pour l'instant, j'y fais des débuts timides. Je regarde, j'ausculte, un peu comme beaucoup de personnes. Je ne sais pas si ça fait pleinement rêver non plus pour l'instant. Voilà, en tout cas, on admire ton immense appartement T'as vu ça sur Manhattan, juste au hein, si je bouge les doigts, ça devient vert parce que je suis déjà dans le métaverse. Ce n'est évidemment pas chez moi. J'en rêverais, parce que ça a l'air sympa. Comment lancer une mauvaise rumeur? Julien, on te retrouve tous les jours sur ta chaîne YouTube qui cartonne en ce moment. Tu as bientôt franchi le cap des 600 000 abonnés, bravo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de notre ami Julien. Il cartonne lui aussi sur YouTube, sa chaîne vient de passer tout juste le cap des 100 000 abonnés. Notre ami Didier Policani de Mac Forever, qui n'est pas en voiture cette semaine. Et non, du coup, je peux participer à l'émission plus facilement. Quand tu m'as envoyé le descriptif de l'émission, j'ai immédiatement pensé, avec Julien, on est encore très jeune, mais toi, tu étais déjà dans la vie active. Et nous, on a connu le deuxième monde de Canal+, tu vois, à l'époque où personne ne pouvait se payer la DSL encore. Ouais. Et c'est vrai que c'est fou de reparler de ça maintenant, parce qu'on a l'impression que ce truc-là avait disparu, tu vois. Oui, et puis même on en parle du métaverse. Regardez, si on revient sur le plan large de cette émission, je donne pas d'ordre à mon réalisateur préfavori, mais un peu quand même. Voilà, un petit hommage. Ça vous rappelle quelque chose, Christophe, Julien? C'est bien sûr moi ce qui m'a marqué dans ma jeunesse, c'est Tron, bien sûr, qui est un précurseur dans ce domaine en matière de science-fiction, en tout cas en matière de cinéma. Une émission donc très prospective cette semaine, les amis, sur le métaverse et les enjeux autour de cet univers virtuel. Il fait vraiment débat en ce moment. Est-ce l'avenir ou un feu de paille? On va essayer d'y voir plus clair. Apple va-t-elle laisser passer le train? Est-ce vraiment un secteur d'avenir? Avant de répondre à ces questions, les amis, en préambule, on va essayer de répondre à une question toute bête. Le métaverse, c'est quoi? Alors, c'est quoi le métaverse? Qui veut répondre à cette question? Peut-être avec toi, Christophe. Oui, avec plaisir. Le métaverse, effectivement, c'est un monde virtuel dans lequel on va pouvoir avoir des interactions sociales avec autrui et réellement pouvoir faire tout un tas de choses qui touchent au domaine du travail ou bien au domaine de la maison. Ouais, donc méta, univers, métaverse, c'est ça, c'est une contradiction de mots. Oui, les marques, elles aimeraient qu'on n'ait pas des interactions sociales, elles aimeraient qu'on ait des interactions commerciales. Hein. Oui, ça va y venir. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. On est en train de dévoyer potentiellement. Donc, une sorte de monde qui superpose à un univers physique, à un univers virtuel. Et c'est pas vraiment nouveau, on en parlait à l'instant, je ne sais pas qui veut en parler, peut-être un petit peu avec Julien ou avec Didier. Ça a bercé notre adolescence, notre jeunesse, et c'est des classiques de la littérature, du cinéma ou de la science-fiction, les amis. Je trouve que Didier, en tout cas, très justement, a évoqué le deuxième monde, Canal+, à l'époque, c'était il y a quelques décennies. C'est totalement ça. Si tu veux parler de référence, moi, je pense que la plus évidente, c'est Matrix, parce que Matrix, c'est le métaverse ultime. C'est-à-dire que
les personnes qui sont dans la matrice n'ont même plus conscience elles-mêmes qu'elles ne sont rien d'autre que des visions codées d'humains qui sont en train de faire dodo dans le monde bien réel, qui est devenu un petit peu glauque. On espère que ça ne va pas être notre véritable futur, même si ça fait peur. Je suis intimement persuadé depuis que j'ai vu le tout premier Matrix que c'est la vision la plus crédible, malheureusement, pas de demain, peut-être dans des décennies, mais de ce qui pourrait nous attendre. Cela étant, on a le pouvoir aussi de dire pas forcément oui à tout non plus. Et je pense qu'on va en discuter. Ouais, tout est parti d'un roman de science-fiction qui daterait de 92. Moi, je ne l'ai pas lu personnellement. Ça s'appelle Snow Crash, en anglais, Samouraï virtuel en français. Et effectivement, tu parlais de Matrix, plus récemment de Ready Player One de Steven Spielberg, ou encore Tron, qui est un de mes films fétiches, qui a été relancé il y a une dizaine d'années et qui était assez réussi, je trouve. Ils ont fait un Oui. Ils ont retourné, hein, tu as vu, c'est marrant de le voir. Ensuite, 20 ans après. Ouais, c'est marrant de le voir avec je dirais, les moyens technologiques d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, même technologiquement, de réaliser ce film, le premier Tron. Ça, c'est ouf, quoi. Et ça a coûté une fortune, c'était un bide, d'ailleurs, et il est devenu iconique par la suite. Et la bande-son des Daft Punk. L'une des plus belles bandes-son des dernières années. Un album à part entière des Daft. Alors, regardez, déjà une première réaction, beaucoup de réactions cette semaine de nos tweetos. Pour réagir, il suffit simplement de nous envoyer des questions via le compte Twitter d'EuroLM.tv. Une réaction de Pierre-François Tilly. Regardez, si Mark Z, donc Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, espère devenir le génial James Halliday, donc de Ready Player One, donc le fondateur du monde virtuel. L'architecte de ce monde virtuel. Il faudrait un cœur. Ah, ça commence à tailler, on dirait. Perso, on vient de passer 2 ans sans sortir de chez soi. Je vais pas aller m'enfermer dans un monde virtuel. Effectivement, ça fait débat. On parlait de Mark Zuckerberg. Tout est parti cette année, les amis, de l'annonce de Facebook et de son PDG Mark Zuckerberg et de ses ambitions dans le métaverse, qui a porté au pinacle le concept comme l'avenir d'Internet, entre guillemets bien sûr, jusqu'à même baptiser la maison mère de Facebook, Meta, qu'on croit, il y croit très très fort. Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots, qui veut nous expliquer un petit peu la vision d'un Mark Zuckerberg, peut-être Didier qui n'a pas encore parlé, ou peut-être Julien? Mais moi, je trouve que, tu vois, on avait enterré un peu Facebook suite à tous ces différents scandales, et on a quand même retrouvé un Mark Zuckerberg un peu visionnaire. C'est-à-dire que, voilà, Facebook, c'était quand même la révolution quand ça a commencé. Les gens l'oublient, mais ça a quand même permis, tu vois, de créer des communautés. Au début, on parlait de réseaux sociaux, mais il y avait que Facebook. Parce que c'était complètement dingue. On l'a un peu aidé à faire la révolution, Mark Zuckerberg, mais passons. Oui, mais tu vois, il avait déjà eu cette vision qu'on voulait se connecter à l'époque, et là, je trouve qu'il va au stade d'après, il anticipe déjà, et tout le monde l'a suivi. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a renommé sa boîte, il a changé un petit peu d'image, il s'est dit maintenant on a les moyens techniques aussi de faire des choses très très intéressantes, et effectivement pour lui l'avenir ça va être, je ne voudrais pas partager la vision de Julien, mais c'est vrai qu'on a un peu peur de ça, quoi. On va devenir un petit peu des esclaves de tout ça, de vivre un petit peu dans un monde virtuel entre guillemets si on n'est pas déjà dedans, et le summum ce serait qu'on sorte plus de chez nous. Et quand les gens nous disent oui, je suis pas sorti de chez moi depuis X temps, mais tu regardes en fait autour de toi, c'est-à-dire qu'on a habitué les gens aussi à pas sortir. Il y en a qui ont pris goût à ça en fait. Ils vont moins au cinéma, ils regardent plus Netflix, ils vont un peu moins au resto, ils ont acheté leur Cookéo, leur machin. Et c'est vrai qu'on a tendance à se complaire en fait dans ce monde-là. Et Zuckerberg l'a bien compris. Et surtout, il veut être aux premières loges. Je crois que quand tu vois Apple qui développe son petit casque, son petit machin, mais eux, ils sont à des années-lumière de pouvoir développer encore un univers comme ça. On n'a encore rien vu de Facebook. On se calme un petit peu. Julien, tu me carbonnes si je dis des bêtises, mais c'est quoi concrètement la vision d'un Mark Zuckerberg et en quoi elle est différente des mondes virtuels qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années auparavant? Différente dans le sens où, évidemment, quand tu as l'un des leaders des nouvelles technologies, l'un des GAFAM, même s'il va falloir les renommer maintenant, hein, je sais pas, les GAMAM, ou même Google étant Alphabet, maintenant ça devient très compliqué. Forcément, on voit que derrière, Didier a raison, hein, ça enquille. Hein, ça veut dire qu'il a lancé ça, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on trouve que c'est visionnaire ou pas, quoi qu'il en soit, c'est que le mot métaverse, là, depuis maintenant quelques semaines, on n'arrête pas de l'entendre, et je pense que métaverse, blockchain, NFT, ça va être les buzzwords de 2022 assurément, même si je pense qu'il va falloir prendre peut-être un peu de recul là-dessus. Mais oui, c'est une très juste vision de ce qui s'est produit. C'est-à-dire que plein de gens ont envie, là, à un moment où on semble, je croise les doigts, sortir enfin de cette pandémie. Il y en a qui veulent retrouver leur vie d'avant, et puis il y en a d'autres
qui se sont finalement plutôt bien plu dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau monde, et qui veulent quelque part embrasser encore plus tout ça dans les technologies, d'autant que ça va être le Far West pour moi. C'est-à-dire que ça va être un monde d'opportunités de création, d'opportunités économiques, et que donc il y aura, comme d'habitude, des gagnants et des grands perdants, et que y a des places à prendre, et que ceux qui vont dégainer en premier, qui auront la bonne approche, la bonne idée, etc., pourront prendre des places très fortement. Je trouve que ça pose des questions technologiques, ça pose des questions éthiques, ça pose des questions du monde que l'on souhaite pour nous, pour nos enfants, etc. Mais clairement, c'est un monde avec lequel il va falloir composer. Inévitable. Laurent, réaction en plateau avec Laurent et peut-être après avec Christophe. En fait, je vais rebondir sur deux choses qui viennent d'être dites qui sont, je trouve, intéressantes. La première, c'est finalement ce qu'a apporté Facebook pour moi à Internet, au sens large. C'est la fin de l'anonymat. C'est-à-dire qu'avant, on était beaucoup dans le monde du pseudo. Et quand il est arrivé, finalement, il a commencé Facebook en prenant les annuaires des anciens élèves des élèves d'école, donc américaine au départ, puis canadienne et américaine, puis après ça s'est étendu à tout le monde. Il y a une phase où finalement les gens ont plus de problèmes à communiquer officiellement, donc c'est devenu l'espèce d'annuaire mondial. Et il y a un monde qui s'est développé, il a créé une sorte de plateforme, et le monde a fait plein de choses là-dedans. Il est devenu très riche grâce à la publicité et au ciblage très précis qu'il fait. Aux données surtout. Oui, mais du coup, dans la compréhension du monde, quand tu commences à avoir 2 milliards de personnes qui utilisent tes outils, tu vois, tu as quasiment 80% du monde connecté et capable d'acheter qui utilise ces technologies. Donc ça, c'est la phase ascendante. La phase descendante, c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de lassitude, et puis il y a le nombre des conneries enchaînées les unes à la suite des autres de la part de Facebook, qui sont, il n'y en a aucune qui est acceptable. Quand on voit les auditions de Zuckerberg devant le Sénat américain. Sur la fuite de données notamment, il y a quelques affaires, quelques boulets qui traînent. Tu as envie de t'arracher les cheveux. Il y a une phrase qui est magique, à un moment donné, il y a, je crois, un sénateur qui pose la question à Mark Zuckerberg, juste, vous êtes à l'hôtel là, à Washington, oui. Est-ce que vous donneriez le nom de votre hôtel? Et le mec, il se ferme comme une huître, il dit non. Non, mais par contre, vous n'avez aucun problème à divulguer les informations de tout le monde, du monde entier, ça ne vous pose pas de problème. Le mec l'a plié. Donc ça, c'est la phase ascendante. Maintenant, on arrive à la deuxième phase, et c'est là où je suis assez d'accord avec Julien, c'est-à-dire qu'on arrive à cette phase où il faut être prêt, ils savent qu'il faut qu'ils pivotent. Le Facebook, je prends juste Facebook, je prends pas WhatsApp, je prends pas Instagram, je prends juste Facebook. Le Facebook qu'on a connu, il a un coup dans l'aile. Il n'est pas mort. Okay, il n'est pas mort, mais il a un coup dans l'aile. Il a Apple qu'il a un peu trucidé avec la fin du tracking. Ouais. Okay, ils ont trouvé des moyens de contournement. Puis il vieillit par rapport à une nouvelle génération. Surtout, les jeunes n'ont rien à cirer de Facebook. Quand tu parles de Facebook, c'est comme quand tu dis je t'envoie un email. Tu vois, c'est les vieux qui utilisent Facebook. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, aujourd'hui, il faut pivoter. Et la seule façon de pivoter, c'était d'instiller quelque chose de nouveau. Donc, l'arrivée, le changement en méta, c'est très bien. Là où je suis pas d'accord tout à fait d'accord avec Didier, c'est que Didier il dit le mec c'est vachement bien ce qu'il fait. Je pense que moi, il y a une partie de le fait que de créer méta, c'est une façon de dire bon, ok, on change la caméra, on change le focus, je montre quelque chose de nouveau et on oublie toutes les affaires. C'est assez habile. Oui, je trouve ça très habile. Maintenant, ce qu'il essaye aussi de faire, c'est qu'il a encore un peu d'inertie, donc il n'est pas encore mort. Et avec cette inertie, il essaye de dire je vais dire c'est quoi le métaverse. Je vais définir le métaverse et un peu l'imposer aux autres. Alors, donc, ils ont des atouts dans leur truc. Je fais un long tunnel, mais ils ont des atouts dans leur truc. Ils ont Oculus. On va parler après de la vision en 3D. Ils ont Oculus. Ils ont quand même le dimension. Donc, il y a plein de choses. Et c'est là où je pense qu'ils y sont. Vont-ils réussir? Je ne sais pas. Ça va faire l'objet des discussions dans la suite. Oui, on a encore une heure d'émission. Concrètement, Christophe, c'est intéressant ce que dit Laurent au-delà du tunnel. C'est qu'effectivement, ils veulent imposer une vision. Il y a le mot imposer. Je ne suis pas sûr qu'on puisse imposer une vision. C'est plutôt un besoin. Et au-delà, ils ont déjà les outils pour le faire. On attend de voir quelle serait la matérialisation de ce métaverse façon Facebook par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Mais ils ont aujourd'hui des outils, on pense à Feu Oculus, c'est les casques de réalité augmentée que tu utilises au quotidien. Le MetaQuest. Les MetaQuest, tu peux nous en parler et qu'est-ce que tu penses de cette annonce en concret? Oui, en fait, je pense que pour remettre un petit peu en perspective, par rapport à ce que tu disais également, Mark Zuckerberg, c'est pas un visionnaire pour moi en fait.
Il y a des gens qui sont des visionnaires, qui inventent un tas de choses. Mark Zuckerberg, ici, a posé un nom sur une technologie ou sur un ensemble de technologies déjà existantes. La réalité virtuelle existait, la réalité augmentée existait, l'intelligence artificielle existait, le fait de pouvoir connecter des gens ensemble sur un réseau informatique, c'était possible. Donc en fait, tout ça ensemble forme le métaverse. Effectivement, il y a l'énorme puissance de Facebook qui est aujourd'hui le nombre de personnes encore connectées. Donc ça, c'est clair que de permettre tout de suite de s'appeler Facebook et puis de se dire voilà, vous pouvez maintenant vous connecter à notre métaverse et par la même occasion, ne vous inquiétez pas, en fait, vous n'avez pas besoin de créer un login ni un mot de passe, vous allez utiliser celui de Facebook, c'est top. Il faut quand même un petit peu, quelque part, donner un tout petit peu plus de granularité. Facebook ou Meta aujourd'hui, c'est pas que Facebook, c'est Instagram, etc., qui correspond quand même à un usage plus jeune. Donc malgré tout, je ne sais pas s'ils attendent absolument en fait, le métaverse pour s'intéresser à quelque part un public plus jeune. Et alors, pour répondre à ta question, finalement, autour des Oculus Quest, des Meta Quest, oui, ils ont continué à faire évoluer la technologie. Je pense que... c'est 8 ans maintenant que le casque existe. Hein. Oui, effectivement, ça fait... on parle déjà dans les années 80, c'était déjà le cas hein, dans les salles d'arcade, entre autres. Donc, ça existe. Ils sont en train vraiment de retirer toute la partie filaire, etc. On n'a plus envie d'avoir un gros PC derrière, attaché, etc. C'est sans doute GPU, un petit peu ce sur quoi PlayStation est en train Sony PlayStation est en train est sans doute en train de travailler sur la problématique d'avoir quelque chose de suffisamment puissant pour t'envoyer des images de précision dans le casque sans avoir cette connectique peut-être, ou en tout cas en partie la simplifier. Donc je pense que Facebook effectivement est très fort sur le sujet, hein, ça c'est certain. On parle également de gants pour avoir des retours haptiques et ce genre de choses. Quand on parle de métaverse, oui, c'est aussi très intéressant. Donc oui, ils ont une avance considérable. Maintenant, on a déjà vu, parce que j'imagine qu'on va parler d'Apple à un moment donné, on a déjà vu Apple arriver tranquillement, lentement, sur un domaine d'expertise qui avait déjà été exploité auparavant et arriver avec une technologie tellement mature qu'ils se sont imposés par la suite. Voilà. Si je puis me permettre, Olivier, Mark Zuckerberg a d'immenses qualités et d'immenses défauts, assurément. Chacun a son avis sur le personnage. Moi, je trouve quand même que... Alors, je ne sais pas s'il est visionnaire, mais clairement, il a une vision, en tout cas, qu'il déploie sur des temporalités assez intéressantes. Parce que si on parle d'Oculus, qui est fondamentalement l'une des briques, l'un des pieds essentiels à la construction du métaverse, puisque c'est le masque qui te permet de plonger à l'intérieur. Parce que le métaverse, on parle un peu de Web 3.0, etc. Mais si c'est juste avoir sur ton écran et avec ta souris, ton clavier ou une manette se déplacer dans un monde, ça ne va pas être dingo. Non, le but là, c'est vraiment de s'immerger à l'intérieur. C'est pour ça que je prenais l'exemple de Matrix, parce qu'à terme, c'est vraiment d'oublier même où t'es, t'es dedans, etc. Il te faut quand même cet outil technologique. Et il a été racheté par Facebook en 2014, il y a 8 ans de cela. Et tout de suite, il a dit, je fais ce rachat. C'était vraiment une pas bien grosse boîte. Oculus, il venait d'un Kickstarter, etc. Il l'a racheté, je crois, de l'ordre de plusieurs milliards de dollars, parce qu'il a dit, c'est l'avenir, c'est le futur, et on va le développer, etc. Et aujourd'hui, quand même, le Quest est vraiment le masque le plus intéressant du marché actuel. Demain, il y en aura sûrement des encore mieux, etc. Mais le fait de ne plus avoir ce câble-là, qui sera présent encore sur le PSVR 2, le PSVR 2 risque technologiquement d'être un peu meilleur. Forcément, il sortira après, mais il restera un câble. Ce qui est déjà bien mieux par rapport au premier PSVR, qui en avait plusieurs, c'était long, j'avais calculé, il y avait 26 mètres de câble quand même. C'est assez impressionnant. Mais quand même, il est vraiment dans cette optique-là, et je suis intimement persuadé que l'étape in fine, ce sera ça, des lunettes qui vont pouvoir s'opacifier, qui vont pouvoir nous faire basculer ou pas à l'instant dans le monde réel, dans le monde virtuel, rajouter de la réalité augmentée si vous en voulez, etc. Parce que le but à terme, c'est de hacker le cerveau. C'est de plus avoir cette problématique hardware, matériel, massif à mettre. Le jour où nous y serons, je pense vraiment que le monde sera radicalement différent, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en matière de nouvelles technologies, il ne faut jamais penser avec nos visions de quarantenaires, etc. Mais il faut penser aux jeunes générations qui naissent avec, instantanément,
et pour qui ça paraît totalement naturel et qui embrasse ces choses-là. Et les frictions que nous, on peut avoir, parce qu'on a connu le monde d'avant, parce qu'on dit « Ouh là là, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, attention, où est-ce qu'on va ?» Ouais, mais enfin, les plus jeunes, ils peuvent aussi embrasser ça, et quelque part, et c'est pas un jugement de valeur, c'est pas les sots d'y aller, non, c'est comme nous, on a embrassé des technologies que nos parents et nos arrière-grands-parents auraient probablement traitées de sorcellerie. Donc on a bien... Il y a quand même beaucoup de positifs. Enfin, là, nous, on a l'air un peu, effectivement, on a passé entre guillemets un certain âge, mais je pense qu'il faut aussi voir ça avec des yeux d'enfant. C'est quand même assez fabuleux. D'ailleurs, ce que nous promettait le deuxième monde au début, c'était assez génial parce qu'on arrivait à rencontrer des gens. Aujourd'hui, tu rencontres des gens dans tous les jeux. Tu vas dans WoW et tout. Tu as déjà cette espèce de métaverse. En fait, on a recréé un petit peu un vieux fantasme de l'humain qui était de pouvoir se voir n'importe où sur la planète. Et c'est vrai qu'il y a un côté incroyable d'essayer de se dire on peut aller plus loin aujourd'hui. On peut aller faire des courses, on peut découvrir. Par exemple, aujourd'hui, là, on a bien vu acheter des livres. Tu vois, acheter des livres sur Amazon, c'est hyper compliqué. Les gens regrettaient de ne pas avoir leur libraire. Là, tu pourrais imaginer être beaucoup plus immergé, avoir un vrai libraire et acheter vraiment tes livres. Donc il y a tout un côté qui pourrait remettre un petit peu d'humain dans ces mondes un peu virtuels, un peu glauques d'aujourd'hui. Et je pense que Zuckerberg a justement un petit peu cette vision aujourd'hui d'aller un peu plus loin dans les rapports humains virtuels qui sont devenus effectivement un petit peu problématiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup à sens unique. Aujourd'hui, on est beaucoup dans un monde d'influenceurs, où on regarde des gens et la participation, vraiment tout ce côté un peu qu'on aimait bien justement sur Facebook était un peu parti, quoi. Alors, on va voir si effectivement, c'est intéressant ce que vous dites les amis, si à terme on arrive à une certaine maturité technologique, on va voir si véritablement ce virage, cette vision de Mark Zuckerberg va se matérialiser d'un web 3.0, 100% virtuel. Il n'y a pas que Facebook, il y a Microsoft qui prend ce virage également, il y a Google qui l'a pris également il y a des années avec les Google Glasses, il ne faut pas les oublier. Et puis surtout, est-ce qu'Apple va suivre? On va en parler juste après le Buzomètre. Le Buzomètre, ce sont les rumeurs ou infos qui ont le plus buzzé du côté du site Mac Forever et de la planète Apple. Et c'est bien sûr Didier Policani qui s'y colle. Didier. Et oui, Olivier, et on commence avec du lourd, puisque c'était un petit peu le gros sujet de la semaine, Neil Young qui se retire de Spotify. Alors, officiellement, parce qu'il y a des contenus dessus qui le dérangent, tu vois, en ce moment, on a des gros débats sur les vaccins, sur le Covid, et lui, vraiment, a acheté un pavé dans la mare en disant, bah écoutez, Spotify ne mérite plus ma musique, puisqu'il tolère, voilà, d'avoir de la désinformation, etc. Ce qui pose une vraie question autour, nous, on a eu des débats enflammés sur les forums, sur la liberté d'expression, sur tout un tas de choses. Évidemment, ça a basculé entre anti-vax, pro-vax, etc. Mais de manière générale, c'était assez intéressant. Et Neil Young, qui quand même encourageait à la fin donc à écouter de la musique finalement chez Apple et chez Amazon parce qu'ils avaient une meilleure qualité que Spotify. Enfin, on avait du mal un petit peu à savoir si c'était un problème de gros sous, un problème de qualité de musique, un vrai problème idéologique autour de cette question. Mais en tout cas, ça a bien fait débattre. Et il y a même quelques autres artistes, tu vois, qui ont suivi, qui sont retirés de Spotify. Spotify, précisons-le quand même, c'est un petit nain par rapport à Apple et Amazon. C'est une petite pépite entre guillemets de l'Europe. Et donc voilà, il y a quand même d'autres enjeux que simplement ces affaires de liberté d'expression. Il y a autre chose que simplement des affaires Je pense. Bon, à suivre. Deuxième info ou rumeur plutôt? Et ben là, on se réjouissait beaucoup, écoute Olivier, d'avoir un iMac M1, en tout cas un iMac, enfin M1 Pro, un petit peu plus puissant que les iMac M1 qu'on a eu l'été dernier. On pensait qu'ils arriveraient au printemps et finalement les sites de rumeurs ont l'air de nous dire que ça arrivera plutôt cet été. Tu vois, ça fait un petit peu tard quand même. Les vieux iMac Intel, ils commencent à être poussifs aujourd'hui. Mais bon, voilà, aujourd'hui c'est dur de produire un peu des machines en quantité. Peut-être qu'Apple a aussi des problèmes d'approvisionnement. Donc voilà, plutôt pour l'été. Voilà, on aurait plutôt des Mac Mini à court terme, tu vois. Oui, c'est vrai que ça a du sens parce que l'iMac Pro de première génération Intel, souviens-toi, est arrivé lors de la WWDC, donc ça correspond à la conférence des développeurs à l'été. L'année dernière, l'iMac M1 est arrivé au printemps, c'est ça, Didier? Donc, oui, enfin, voilà, le temps d'être livré, c'était plutôt l'été. Les gens ont commencé à s'équiper l'été. Alors, qu'est-ce qu'on aurait à la place s'il y a un Apple Event, s'il y a une keynote au mois d'avril, ce qu'on espère qu'on pourra couvrir en direct? Qu'est-ce qui nous prépare Apple? C'est la troisième info ou rumeur de la semaine. Alors, je ne sais pas s'il y aura une keynote parce que ça me paraît un peu léger. On aura un nouvel iPad, ce qui me paraît étonnant, mais bon, c'est ce qui a l'air de sortir dans les organismes de certification, c'est qu'ils vendent un peu la peau de l'ours. Alors que l'iPad est sorti il y a quelques mois, fin 2021, le dernier. On aurait un nouvel iPad Air, là, ça a plus de sens puisqu'il est un petit peu plus vieux, puis il mériterait une puce un peu plus récente, tu vois, des meilleures capacités photo, enfin de la 5G, il y aurait vraiment de quoi le mettre à jour. Et puis un iPhone SE, donc nouvelle génération, il y a beaucoup de gens qui l'attendent, tu sais, c'est autour de 400, 500 €. Et puis surtout, bon, on hérite du vieux design, mais en général,
général, il te met quand même des puces assez récentes, les capacités photos sont pas trop mal. Et il y a Touch ID, donc tu vois, on pourra se loguer avec l'empreinte pour tous ceux qui préfèrent. Mais ça fait quand même assez peu, je trouve, pour une keynote. Peut-être que ce sera une mini keynote enregistrée ou peut-être simplement juste un communiqué de presse. Mais en tout cas, ça semble assez plausible parce que en fait, Apple enregistre ses produits dans les bases de données eurasiennes, etc. Donc on voit ce qui arrive assez vite en fait maintenant. À moins que, on n'en parle pas cette semaine parce que c'est un peu sorti des écrans radars, Apple décide cette année, puisque souviens-toi en fin d'année dernière, en début d'année, on ne parlait que de ça. Nous sortent un casque de réalité virtuelle et augmentée, hein, mais pour l'instant, c'est plus dans les écrans radars, Didier. Bah non, c'est vrai que on nous l'annonce en fait presque chaque année pour les 6 prochains mois, et en fait. Puis les 6 mois se passent. Voilà, et les rumeurs s'auto-contredisent en fait en disant que finalement ce sera pour plus tard. Donc là, ouais, ça aurait dû être peut-être pendant la conférence des développeurs, puis on nous dit finalement que non. Donc voilà, on verra. Ils ont apparemment vu la 4e info et les résultats financiers, ils n'ont pas raison de se presser du côté de chez Apple parce que ça marche plutôt fort. Ça a cartonné, Apple a vraiment cartonné, alors sur quasiment tous les segments à part l'iPad, tu vois, qui fait à peu près moins 15%, mais l'iPhone plus 10%, le bénéfice 20%, les Mac 25%, les services 23%. Ça fait plaisir. Bah écoute, ouais, et puis ils ont sorti quand même des belles choses sur Mac, hein, donc là c'était pas très étonnant, et l'iPhone continue de bien fonctionner, c'est quand même leur maître étalon, et donc oui, bah pas de surprise finalement, ils sont sur une inertie, mais tu vois, nous on suit ça et tout, on voit les gens, hein, la façon dont ils lisent nos contenus et tout, mais en fait ça devient presque habituel finalement. Apple qui voilà, c'est comme l'action Microsoft, elle monte comme ça petit à petit, puis en fait tout le monde s'en fout d'un moment et on nous dit mais qu'est-ce qu'ils nous préparent, qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces milliards. Et d'ailleurs on a posé une question sur le site qui a bien marché, c'était qu'est-ce qu'Apple a fait de, je sais plus, il y avait 5 ou 6 milliards en R&D, donc recherche et développement, et qu'est-ce qu'ils en ont fait, parce que c'est quand même un budget qui est monstrueux, hein, plus que ça. 23, non 23 ou 29 milliards. Oui, alors attends, je veux pas dire de bêtises, mais c'est beaucoup. Ouais. J'ai 23 même l'automobile, c'est ce qu'ils investissent sur 10 ans, quoi. 23 milliards en recherche et développement. Vous imaginez, c'était les résultats d'Apple il y a encore quelques années. Donc oui, mais historiquement, Apple, c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu prenais l'analyse de la R&D d'Apple sur les 30 dernières années, c'est pas la société qui investissait le plus en R&D. Et il y avait une étude qui avait été faite sur l'innovation produit pure, stricto sensu, au regard du pourcentage mis, et du coup, on considérait que les équipes d'innovation d'Apple étaient meilleures que les autres grands, hein. Encore une fois, on parle, tu vois, des IBM, des Microsoft, alors surtout des boîtes qui ont fait du hardware aussi, tu vois, pour pouvoir comparer parce que c'est pas le même coût. Et ça a toujours été truc. Donc, à la différence qu'Apple a tendance à ne pas s'éparpiller, contrairement quand tu regardes le catalogue de Samsung, quand tu as la recherche développement de Samsung, c'est un conglomérat qui construit tout et n'importe quoi. Juste peut-être une petite réaction de Julien. C'est intéressant d'avoir ta vision, toi qui viens du gaming, sur Apple, sur ce résultat financier. Tu posais la question, quand est-ce qu'ils vont y aller? Là, ils ont les moyens d'y aller. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ouais. Et c'est des géants absolus. Aujourd'hui, c'est la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Moi, je me dis quand même, alors évidemment, ce sont des rumeurs, mais entre casque de réalité virtuelle AR, entre ces rumeurs de voitures autonomes, entre quand même tout ce qu'ils font avec les puces M1 où ils sont en train de bouleverser le marché, ça m'étonne pas quand même que leur recherche et développement soit assez doté en milliards. Mais oui, c'est certain que quand on voit à quel point aujourd'hui Microsoft est en accélération extrêmement forte, fait des investissements à hauteur de quasiment 70 milliards pour le rachat d'Activision Blizzard, c'est colossal, c'est le plus gros rachat de l'histoire de Microsoft et c'est l'un des plus gros rachats de l'histoire tout court. Le triple de LinkedIn, c'est dingue. Ah ouais, beaucoup plus. LinkedIn, c'était 26 milliards, seulement, des cacahuètes. Mais très clairement, quand tu as un géant comme Microsoft qui est en train de partir, qui est en plus déjà très installé dans le monde du jeu vidéo, le monde du jeu vidéo qui est aujourd'hui dans le monde du divertissement, le premier, qui génère beaucoup plus d'argent, d'appétence, de temps passé aussi que le cinéma, la musique, etc. Je ne peux pas imaginer des Amazon, Google, Apple laisser partir comme ça l'un de leurs concurrents principaux dans un segment le plus porteur du moment. Facebook finalement y est, puisque Facebook avec Oculus fait aussi du jeu vidéo, et d'ailleurs ils sont dedans, ils viennent d'annoncer qu'en exclusivité sur l'Oculus Quest, alors MetaQuest maintenant, il y aura une adaptation de GTA en réalité virtuelle,
GTA, vous savez, ce tout petit jeu qui s'est d'ores et déjà vendu, rien que pour le dernier épisode, à 150 millions d'exemplaires. C'est phénoménal. Ils viennent de relancer une adaptation aussi de Resident Evil 4, qui est l'un des meilleurs épisodes de la saga en réalité virtuelle. Donc Facebook y va, Meta y va. Google a essayé un petit peu avec Stadia, et technologiquement parlant, c'est très au point, mais par contre, éditorialement parlant, ils n'ont pas du tout réussi à capter ce qu'il fallait faire. Donc, oui, Apple, et je trouve qu'en plus, Apple, par rapport à un Sony, un PlayStation, etc., vous qui connaissez encore mieux que moi l'histoire de Apple, de Steve Jobs, et eh bien, le regard qu'il portait à Sony à l'époque, on peut imaginer, peut-être, des rapprochements. Tu lances une rumeur là, énorme. Ah non, c'est pas une information, c'est même pas une rumeur, c'est une possibilité. En tout cas, je pense que le rachat record là, de Microsoft pour Activision Blizzard fait rentrer de plein pied le jeu vidéo dans une nouvelle ère, et ça risque d'être l'ère aussi dans laquelle les Apple, les Facebook, les Amazon vont se lancer. En tout cas, c'est une chose est sûre, si Apple se marie avec Sony, on verra enfin la télé d'Apple qu'on espère tant et que notre ami Cédric annonce depuis des années. Il y a des points de convergence intéressants, même en termes de contenu, parce que si tu rachètes Sony, tu rachètes pas que le jeu vidéo. Il y a Columbia, il y a un catalogue. Ouais. Et Apple, qui est habitué au grand succès, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que même s'il y a des séries, des films de qualité sur Apple TV+, pour l'instant, c'est pas un grand succès non plus en termes d'abonnés. Donc ils ont sont pas dans les écrans radars là. De contenu. Ouais. Allez, dernière info et rumeur pour conclure ce magnifique busomètre, Didier. Oui, et regarde, pour la fin, je vais mettre mon petit masque Mac Forever, tu vois, brandé. Je suis. Ah bah oui, je suis raccord, monsieur puisque tu sais, moi je passe mon temps à faire mon code, j'en peux plus. Ouais, c'est clair. J'ai failli acheter un iPhone SE tellement ça me casse les pieds. Ouais. Même avec l'Apple Watch. Un Android. Ça marche, tu sais, avec l'Apple Watch quand même déverrouillé. Ouais. Mais ça marchait pas pour les paiements, par exemple. Donc Apple a fait, j'enlève ça parce qu'on ne m'entend pas bien, a fait donc une nouvelle mise à jour donc dans la iOS 15.4 qui va permettre donc de déverrouiller avec le masque. Donc il va prendre juste la zone là au-dessus des yeux. Ce sera un petit peu moins sécurisé, ils le disent, mais bon, si tu peux payer avec, c'est que à mon avis c'est quand même assez sécurisé. Et donc ça marche avec tout et on a testé, ça marche super bien. Et ça c'est la révolution. Par contre, il faudra quand même un iPhone 12 ou 13, c'est-à-dire donc assez récent. Voilà. Et sachant que donc tous ceux qui ont des 10, 10S, enfin, tu vois, même les 11. 15.4, hein. Voilà, qui va arriver ces prochaines semaines. Qui est encore en bêta. Ouais, donc c'est pas encore en bêta public, accessible. Justement, vous qui êtes des méga spécialistes de ça, quand ça arrive en bêta, c'est combien de temps avant que ça arrive pour nous, simples mortels? Moi, je pense qu'il y a 2-3 semaines. Ouais, 2-3 semaines. D'ici un mois, grand maximum, ouais. Faut espérer. Allez, retour au métavers, ses amis. Apple va-t-elle investir les mondes virtuels et la réalité augmentée? Débat. Le métaverse, Apple va-t-elle y aller? C'est le thème de notre sondage cette semaine sur le compte Twitter d'Aurélien.tv. Regardez, Apple va-t-elle suivre Facebook sur son projet fou de métaverse? Et il n'y a pas du tout ballottage cette semaine. Vous êtes largement une majorité, plus de 85% à répondre non, contre 14,8% pour oui. Donc l'écrasante majorité a pensé qu'Apple ne va pas y aller. Pourtant, on le disait durant le busomètre, la rumeur n'a de cesse de prédire l'arrivée des lunettes de réalité virtuelle et augmentée chez Apple. Alors, pêle-mêle quelques-unes de réactions sur Twitter et qui l'illustrent. Une réaction d'un fidèle alias Mano. Les hostilités ont déjà débuté entre Meta, Facebook et Apple. Apple aurait recruté la responsable de la communication pour les produits ARVR de Meta. Donc, il n'y a pas de fumée sans faux, même ça reste de la communication. Hein. Ce n'est pas non plus un ingénieur en chef. Mais bon, c'est intéressant. Autre réaction de Ludwig Favre, toujours sur Twitter. J'attends beaucoup d'Apple, de son expertise matérielle logicielle, car je ne pense pas que Facebook puisse, révolutionner à elle seule le monde virtuel de demain. Les lunettes de réalité augmentée Apple seront-elles les smartphones de demain? C'est souvent ça, la vision qu'on nous donne, notamment Christophe, sur dire que potentiellement, si on arrive à faire des lunettes de réalité augmentée telles que la science-fiction l'imagine, elles seront aussi légères que ces lunettes-là, il n'y aurait pas de contraintes de batterie, on ne serait pas immergé dans un monde virtuel, mais on mélangerait le réel et le virtuel, et là, effectivement, on ignorait toutes les pièces du puzzle, toutes les planètes, qui feraient que le smartphone deviendrait absolument superfétatoire. Tout à fait. Oui, ou bien alors, effectivement, quand même, malgré tout, avoir des lunettes qui ne sont
qui sont donc très fines, embarquées, avec de l'électronique embarquée, mais qui comptent malgré tout, qui s'appuient sur la partie smartphone, de manière à, comme l'Apple Watch tout à ses débuts, de manière à profiter de la puissance du smartphone et à afficher des choses intéressantes. Monter en puissance de génération en génération. On va y arriver sur la capacité technologique. Est-ce qu'on est à ce virage technologique qui nous permet aujourd'hui de vraiment matérialiser ces métaverses? Dernière réaction sur Twitter de Maxime, un métaverse mais avec de la réalité augmentée, contrairement à Facebook, effectivement, c'est en tout cas la vision, c'est là que le curseur se positionne chez beaucoup d'observateurs concernant Apple, des lunettes, on l'a dit à l'instant, qui n'enferment pas dans l'univers du virtuel et qui réalisent vraiment le champ du réel. C'est vraiment, Laurent, tout ce que annoncent les leakers et autres, Mark Gurman et compagnie, depuis des mois maintenant. Ouais, et ce qui pourrait avoir un intérêt, parce que tu vois, Gurman a dit sur Bloomberg dans sa newsletter hebdomadaire que le futur c'était l'augmenter. Donc tu vois, on voit bien l'opposition. Maintenant, ça serait pas forcément présenté comme la porte d'accès au monde. C'est là où c'est intéressant, c'est que on ne sait pas ce que ça va être, mais on se dit, il se pourrait, tu vois, ça pourrait être une manière, avec la finesse d'Apple et le lécher d'Apple, que l'idée d'un monde complètement virtuel où on pourrait s'évader, c'est pas Apple, quoi. Ouais, c'est pas dans l'ADN. C'est pas l'ADN. Et d'un autre côté, si on prend le monde, tu parlais tout à l'heure du MetaQuest, tu es dans ta bulle. Alors autant quand tu joues, c'est génial. Moi, t'as besoin d'être immergé quand tu joues. Mais c'est vachement intéressant. Ouais. Même ça t'évite les grands écrans, tu vois, ça t'évite. Avec les problèmes que ça a quand tu te déplaces et que tu te prends les murs et tout. Mais ça c'est autre chose. Mais si tu prends par exemple les drones en FPV, où tu pilotes ton dos, c'est hyper agréable. Maintenant, on peut imaginer une vision, encore une fois, augmentée. Et la vision augmentée serait via des petites lunettes, via un add-on à tes lunettes, via quelque chose de léger. Et dans ce cas-là, imagine l'impact commercial, il pourrait être énorme. Tu vois un produit, on te dit tout de suite, tu dis tiens, c'est quoi ce produit? Bon, il te dit tu peux l'acheter. Le Shazam du produit. Le Shazam du produit, mais de plein d'autres choses. Les distances, même dans l'absolu, la température, une plaque chauffante, tu vois qu'elle est chaude. Donc ça serait un mélange semi-industriel, semi-commercial. Et le paradoxe, c'est que je trouve que Amazon n'en parle pas assez. Parce que pour moi, je vois le bénéfice pour Amazon, mais massif, quoi. Tu vois un écran, il te dit, tiens, ça, ce produit, c'est ça. Clique 2 fois sur la branche droite et tu l'as demain chez toi, quoi. Ouais. Peut-être du côté de Didier ou Julien, une réaction à cette vision qui voudrait qu'Apple, un peu en chevalier blanc, essaierait quand même de tempérer un petit peu cette volonté de nous immerger complètement dans un univers virtuel qui peut faire peur si on va vers le Matrix. Vous y croyez? On sait que la semaine dernière, en marge de la conférence téléphonique des résultats financiers dont tu nous parlais à l'instant, Didier, Tim Cook s'est laissé aller à quelques confidences, à une question posée par un analyste de Morgan Stanley sur les projets d'Apple concernant le métaverse et au-delà sur la possible incursion d'Apple dans une forme de lunettes de réalité virtuelle et augmentée. Et sa réponse, c'est une grande question. Nous explorons constamment les technologies nouvelles et émergentes et c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup. Nous avons 14 000 applications en réalité augmentée sur l'App Store qui offrent des expériences AR incroyables, bien sûr, on pense bien, à des millions de personnes aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de potentiel dans ce segment et investissons en conséquence. Didier, Julien, votre réaction? Est-ce que là, on sent qu'il est... c'est pas si clair que ça, qu'il y ait une frontière qui ne veulent pas y aller dans le virtuel, Dans le virtuel, probablement pas. Mais là, c'est pas le métaverse. La réalité augmentée, c'est très différent de la vision de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, il veut nous faire plonger dans le monde virtuel. Là où Tim Cook, quand il évoque l'AR, c'est nous superposer une couche de virtuel, mais effectivement, qui est plus de l'ordre de tu vas chez le coiffeur, tu regardes quel résultat ça peut donner en changeant tes couleurs. Mes fringues, tiens, ça donnerait quoi cette veste, cette autre veste, etc. Qui sont des choses en plus extraordinairement grand public, qui peuvent avoir une appétence très forte et que tout le monde peut comprendre très facilement. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est pas forcément la réalité de dans quelques décennies, Apple ne devrait pas y aller. Déjà, Tim Cook, Apple est très, très, très à l'avance, en front sur la vie privée, nos données, etc. Et là-dessus se fait vraiment le contre
de Facebook. Et très clairement, le métaverse, ça pose plein de questions aussi sur ces éléments-là. Ensuite, quand même, le business aujourd'hui d'Apple fonctionne par la vie réelle. Si vous êtes dans le monde virtuel, si vous plongez totalement dans le monde virtuel, votre smartphone, vous n'en servez pas dans le monde virtuel. Votre iPad, vous n'en servez pas dans le monde virtuel. Il y a tant d'éléments qui, finalement, ne sont plus clés si le monde virtuel explose littéralement. Si demain, le métaverse de Facebook, c'est un carton phénoménal, bah, finalement, non, tu seras contacté dans ton métaverse pour tes communications. Tu n'auras plus besoin d'avoir vraiment ton téléphone. Tout comme il y a beaucoup de choses qui se sont fait ringardiser extrêmement vite quand les smartphones se sont développés. Donc, fondamentalement, autant l'AR, je pense que c'est clairement quelque chose vers lequel Apple peut aller. Et je pense que sa réponse, en plus, le reflète clairement. Genre, on a déjà 14 000 applications, ce n'est qu'un début. Regardez, on est déjà positionné sur ce segment. Qu'il fasse un masque qui mêle réalité virtuelle et AR, c'est probable. Je pense que c'est impossible pour eux de totalement laisser passer ce segment-là, mais je n'ai pas l'impression qu'ils vont être à la pointe de ce sujet dans les 3 prochaines années. Et puis tu l'as dit tout à l'heure en préambule lors du busomètre, Julien, il faut être le moteur, la pierre angulaire aujourd'hui du métavers si tu veux vraiment t'y imposer. Et on l'a vu par le rachat récent, monumental rachat d'Activision Blizzard à 68,7 milliards de dollars par Activision. Il faut être présent dans le jeu et Apple aujourd'hui... Voilà, ça demande. Ce créneau-là, ils sont plutôt en retard. Je ne sais pas qui veut réagir. Mais, tu vois, Olivier, moi je trouve que c'est aussi une vraie question pour Apple de génération. C'est-à-dire qu'en fait, Tim Cook, c'est quelqu'un de la génération de Steve Jobs, qui n'est pas du tout quelqu'un qui est passionné par les jeux. Ils n'ont pas renouvelé leur top management. Et ils n'ont pas du tout fait cette bascule. Mais ça remonte à très tôt. C'est-à-dire ça remonte même aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand ils ont lancé Ping, là, tous ces trucs qui n'ont jamais marché, ils n'ont jamais rien compris aux jeux. Ils n'ont jamais rien compris aux réseaux sociaux. Et le métaverse, c'est justement tout ça, en fait. C'est un mix un petit peu entre les deux. Donc, moi, je pense aussi, comme Julien, je pense qu'ils ne vont pas y aller du tout, qu'ils vont faire plutôt de la réalité augmentée. Et je pense que la seule raison pour laquelle ils pourraient y aller, c'est qu'ils nous changent le top management. C'est-à-dire qu'on ait quelqu'un qui ait une vision un petit peu différente de ce que veut faire Apple, qui est capable de réinvestir. Mais aujourd'hui, quand même, quand tu vois les moyens qu'ils ont justement en termes sur le jeu vidéo qu'ils pourraient avoir, parce qu'ils ont quand même une force de frappe incroyable, ils pourraient faire une console, ils pourraient, tu vois, j'en sais rien, décupler les possibilités de l'Apple TV, de l'iPhone et tout. Ils rachètent aucun studio de jeu. Enfin, c'est un truc de fou. Tous les Apple Arcade, bon, c'est bien gentillet tout ça. Moi, j'ai discuté pas mal avec des développeurs qui participent à ça, mais ils ont aucune vision en fait derrière. Ils voient ça comme un énième service de plus, tu vois. Et donc voilà, il leur manque vraiment toute cette vision-là, à mon avis, pour développer l'écosystème. Après, je terminerai juste sur quelque chose. Ça dépend aussi de ce qu'on va appeler le métaverse. Est-ce qu'il y aura un grand métaverse? Est-ce qu'il y aura plein de petits métaverses? Est-ce qu'il y en a qui vont être virtuels, semi-virtuels, etc. Enfin, je pense qu'il y en a qui sont un peu plus calés que moi pour parler de ça. Mais ça va être la question centrale. Ouais. Mais c'est là pour moi le sujet. Excuse-moi, Julien. Vas-y. Après, on reviendra sur le jeu et ça sera certainement le liant avec le... Ouais. Mais aujourd'hui, imaginons qu'on se positionne au début des années 90 et il n'y a pas Internet. Et finalement, aujourd'hui, Internet est partout. Tu appelles par Internet, tu communiques par Internet, tu dragues par Internet, tu achètes, on diffuse par Internet, tu achètes à manger par Internet. Aujourd'hui, si on te dit Internet n'existe plus, il y a tout un pan de l'économie qui s'effondre. Moi, ce que je vois, c'est que l'approche, c'est finalement... On n'a pas encore le périmètre du métaverse, on ne sait pas trop. Hein. On a une vision facebookienne qui est arrivée le premier en disant le métaverse c'est ça, je vous le présente, mon avatar, mon machin. J'ai toujours pas très bien compris. C'est Second Life au goût du jour, avec des dessins de mieux. Maintenant, on ne sait pas vraiment ce que ça va être. Est-ce que ça va être vraiment du pur virtuel? Est-ce que ça va être de l'hybride? Est-ce que ça va être de... Tu vois, on est un peu à ce truc. Et on l'a vécu depuis les années 90. Internet, à plusieurs moments, il y a eu des soubresauts où on s'est dit, tiens, il y a des choses qui vont changer. Oui. Demain, on fera ça comme ça. Et indirectement, on y va lentement, oui, mais je me souviens par des chemins détournés. Au début de Internet, il y a un géant du secteur qui était Microsoft qui a loupé le virage et qui a essayé d'imposer sa vision et qui n'a jamais réussi à l'imposer. Même AOL avec son réseau. C'est quelque chose à mettre en perspective par rapport à la volonté de Facebook. Tout à fait. Mais moi, je pense à ça. C'est-à-dire que je pense que la vision, le premier qui était là, c'était AOL qui te donnait ses CD et c'était un semi-réseau propriétaire qu'ils ouvraient sur Internet. Bill Gates, lui, avait fait l'opposé. Avait dit, moi, je crois que à un réseau totalement propriétaire.
avant de faire machine arrière et de dire Non mais on ne sait pas trop. Là, on est à l'orée du changement et donc. Alors, brièvement, Christophe, une réaction de savoir si tu penses qu'Apple va y aller. Ben, elle a le cash pour y aller. En tout cas, elle peut se payer ce qu'elle veut, avec 29 milliards de rien qu'en recherche et développement et le trésor de guerre phénoménal qui est là d'un pays, le trésor de guerre d'un PIB d'un pays développé. Donc, elle peut tout se payer, mais ça prend quand même du temps. Comment tu vois, toi qui connais bien cet univers? Je pense que la première chose à faire, comme le disait Laurent aussi, c'est de bien définir ce que c'est que le métaverse. Le métaverse dont Julien parle, c'est celui de Facebook, de Meta aujourd'hui, qui est effectivement basé autour de la réalité virtuelle. Tu parlais de la réalité augmentée ou bien de la réalité mixte, le fait d'avoir un casque de réalité virtuelle avec des caméras qui finalement te projettent dans ton monde réel avec une superposition des objets trois-dimensionnels générés par les ordinateurs. Moi, ce que je pense, en fait, c'est que Apple va très certainement aller dans un des types de métaverse et, comme on en parlait, sans doute celui qui est plus basé, en fait, soit sur la réalité mixte, soit sur la réalité augmentée. Donc ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Et profondément, j'espère que Apple va y aller. Parce que Apple, quand Apple va quelque part, que ce soit sur la partie smartphone, sur n'importe quelle partie, elle arrive avec son éthique, en fait. Réellement, avec le fait d'anonymiser, le fait de ne pas vendre ses stats au plus grand nombre. Et c'est important pour nous tous que des sociétés comme Apple puissent y aller, parce que je pense que le net le sait déjà, mais j'ai 3 enfants. On essaye, mon épouse et moi, en fait, de les protéger un maximum d'un usage hyper intensif, en fait, de leurs iPhones, leurs iPads, etc. Ça ne fonctionne pas. Ils sont malgré tout tous collés tout le temps et socialisent au travers de ces outils-là. Donc demain, quand Facebook annonce sa réalité virtuelle avec son métaverse, je sais déjà que mes enfants iront, en fait. Ouais. Et comment contrôler ça, c'est difficile. Voilà, et pourtant, on n'est pas des parents démissionnaires. Et ça pose des problèmes éthiques, on en parlera, ce sera le dernier chapitre de cette émission. Mais une brève réaction, s'il te plaît, Julien, concernant les jeux vidéo. Cette frénésie de rachat qu'on connaît depuis quelques semaines maintenant, voire plusieurs mois, dans le secteur des jeux vidéo, est-ce que c'est véritablement la preuve que le métaverse, c'est une clé d'entrée, le jeu vidéo, pardon, c'est une clé d'entrée au métaverse? On a vu là cette semaine que c'était Bingy Software qui a été racheté par Sony, donc ça va dans tous les sens, là, même si ce n'est pas le même montant qu'Activision Blizzard. Alors, tout n'est pas métaverse, évidemment, dans le jeu vidéo, et tout ne le sera pas. Fondamentalement, en revanche, il y a une chose qui ne change pas, et on parlait tout à l'heure d'Internet et comment ça s'est imposé, etc. Et ben, en fait, c'est la même chose. Et si on reprend Tron, si on reprend Matrix et compagnie, il faut toujours des architectes. Si vous n'avez pas d'architectes, vous n'avez pas les métaverses, vous n'avez pas les sites Internet, vous n'avez pas Internet, etc. Et pour avoir des architectes, il faut des équipes. Et il faut des équipes de créateurs. Parce qu'un métaverse, ce n'est pas juste... faire des règles, etc. Il faut aussi du visuel, il faut aussi une appétence, etc. Alors, j'ai envie de dire qu'Apple a des hordes d'architectes, puisque Apple ne crée pas grand-chose à ce niveau-là, ils prennent 30%, enfin pour l'instant du moins, et ils ont déjà 14 000 applications de réalité virtuelle sans profondément en avoir codé la moindre. Mais néanmoins, si on veut accélérer, et aussi, c'est super intéressant, apporter sa propre vision de ce que ça va être, il faut ces fameux architectes. Et quand Microsoft rachète des studios à plus savoir qu'en faire, ils se rachètent surtout de la main-d'œuvre, de la créativité, de la connaissance aussi de comment fonctionnent ces univers-là. C'est très juste ce que tu dis, Olivier, quand Sony fait un rachat, alors moindre en termes de valorisation de Bungie, il rachète aussi une expertise du jeu multijoueur massif, où il y a des millions de gens qui se connectent, etc. Donc la science des réseaux, comment on utilise, et aussi comment on la monétise, et donc les architectes de tout cela, ça ne s'improvise pas. Tout simplement, c'est ce que ces grands géants ont compris, et ce qu'Apple va devoir comprendre profondément, je me doute bien qu'ils le savent, mais en tout cas le faire, c'est que c'est vraiment des domaines où ce sont des domaines d'expertise. Et ceux qui se sont lancés, parce qu'ils ont énormément d'argent et qui se sont dit « Oh, mais il y a une part du gâteau à prendre », et là je pense un peu à Google avec Stadia, on voit que quelques mois à peine après, d'une certaine manière, ils jettent l'éponge, ils ferment avec fracas des studios qu'ils venaient d'ouvrir, donc ils ont quand même débauché des gens dans des grands studios, ils ont fait traverser les États-Unis pour venir, puis pour leur annoncer moins d'1 an après, les gars, vous pouvez rentrer chez vous, on ferme. Parce que ça n'a pas pris, parce qu'en fait, ils n'ont pas compris exactement les codes, et c'est pas si évident que ça. Vous savez, les gros jeux vidéo coûtent des centaines de millions à développer, et c'est de l'ordre de parfois
7 ans de travail pour des équipes de milliers de personnes. Ça s'improvise pas d'un claquement de doigts. Et donc ces fameux métaverses, du moins, et je suis super d'accord pour dire qu'ils peuvent avoir des formes très distinctes, mais en tout cas la forme un peu facebookienne, ces mondes où on s'immerge, etc., c'est pas évident à faire si on veut le faire bien. Ouais. Et il va avoir une expertise qui vient plutôt des jeux vidéo. Autre... Juste une petite chose, en fait, Julien, c'est vrai que Apple a toujours été un petit peu quelque part particulier parce que à l'époque où ils avaient décidé de travailler sur le smartphone et donc de sortir l'iPhone, Steve avait décidé de n'engager aucune personne en fait qui venait du monde de télécommunications en disant non, je ne veux pas de spécialistes, je veux des gens qui ont une vision neuve. Pour pas avoir les vieux codes. Voilà. Et donc je me demande si Apple finalement n'a pas conservé en fait cette historique, enfin cette vision des choses de se dire, comme tu le dis, on casse les codes et on voit du neuf en fait. Oui, mais à l'époque c'était quand même un marché différent où ils n'étaient pas d'accord avec la vision des télécoms de l'époque. D'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils ont jeté un pavé dans la mare avec l'iPhone parce qu'il était vraiment différenciant, disrupteur par rapport à ce qui existait sur le marché. Ils avaient des années d'avance. Arriver et être disrupteur dans ce domaine, en tout cas, c'est encore une habile transition. Merci Christophe pour le chapitre suivant, car le principal frein à l'arrivée d'Apple et de tous les grands acteurs, c'est de savoir si l'émergence, je dirais, de casques de réalité augmentée et virtuelle, c'est la maturité des technologies. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est au rendez-vous? Est-ce qu'on arrive vraiment à une émergence et une maturité de ces technologies? On y répond dans le prochain chapitre. Alors le métaverse, est-ce que c'est vraiment le moment? Ça y est, ce que nous annonce la science-fiction depuis des années va-t-elle arriver? Avant de parler de la maturité, une petite réaction sur Twitter de Sébastien. Regardez, non, il n'y a pas de projet. Alors, il parle de Facebook. Le métaverse ne correspond pour le moment à rien. C'est sévère, c'est juste du bullshit pour les investisseurs. Autre réaction de Monsieur X, notre chroniqueur, qui a tenu à réagir dans cette émission via Twitter. Facebook Metaverse a-t-il autant d'avenir que Second Life? On en parlait tout à l'heure, sorti en 2007. Et dont tous les spécialistes du digital nous disaient que ce serait notre futur imminent, comme la TV 3D à l'époque. Oui, non, ce n'est qu'un concept pour les réintéresser les jeunes à Facebook, car ils en sont tous partis, point d'interrogation. C'est pas faux, les amis, ce que disent nos deux. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose de ce projet de Facebook. C'est totalement vrai. Enfin, le premier intervenant, je suis désolé, j'ai pas retenu son prénom, mais il a totalement raison. Ouais. Pour l'instant, c'est de la com. Sébastien. C'est Sébastien. Sébastien, il est très très pertinent. Pour l'instant, c'est une belle présentation, c'est une vision d'artiste de ce qu'ils veulent faire. C'est suivez-nous, embarquez-vous, etc. Mais déjà, honnêtement, quand même, les réactions derrière étaient quand même un peu froides, voire glaciales. Faire son sport dans le métaverse, je sais pas si on a vraiment aussi envie que ça, parce que ça veut dire quand même en voyant les choses, ça veut dire qu'on court sur place, comme ça, mais en voyant des dinosaures et des planètes qui bougent. Sympa. Ok, très bien, ouais, mais pourquoi pas. Mais Fitness, c'est déjà ça dans l'absolu. Ouais. C'est qu'il y a déplacé la salle de sport. Ring Fit aussi, oui. Ouais, tu vois, c'est qu'il y a déplacé. Oui, mais t'as des outils quand même. T'as des outils, je veux dire, pertinents pour le faire. Tu vois, là, ça veut dire que tu cours sur place, vraiment, dans ton salon, quoi. En mettant des torgnoles à ta femme, ton fils, tes enfants, etc. S'ils passent et qu'ils t'ont pas vu, quoi. Parce que c'est ça aussi, c'est que pour l'instant, quand même, il faut privatiser cette pression sociale. C'est-à-dire, là, pour l'instant, c'est quand même mettre un masque. Je ne doute pas que ça évolue, que ça change, etc. Mais c'est mettre un masque, c'est quand même se couper vraiment du monde. Alors c'est super avec les gens que tu vois à l'autre bout du monde, etc. Parce qu'en vérité, pour moi, c'est la véritable téléportation. En tout cas, la matérialisation la plus proche qu'on connaît aujourd'hui, c'est que tu peux aller à Tokyo, Tombouctou, où tu veux dans le monde, comme ça, en se téléportant. Ouais. Mais bon, Sébastien a raison. C'est pour l'instant de la promesse. On nous parlait de Second Life à l'instant. Il faut se souvenir que on est en pleine campagne présidentielle, mais tous les candidats étaient sur Second Life en 2006, 2007, c'est ça. Ouais. Il y avait près d'1 million d'utilisateurs. Qu'est-ce qui a changé, les amis, peut-être Christophe, entre le Second Life ou même le Minecraft d'aujourd'hui, le Fortnite ou le Pokémon Go et la vision d'un Facebook aujourd'hui? Je pense que clairement, Julien en parlerait bien mieux que moi, en fait, donc je ne suis pas sûr et certain d'avoir les chiffres, mais le nombre d'utilisateurs sur Second Life, c'était de 1 à 1 million. A priori, sur les Fortnite, etc., c'est, Julien, dis-moi si je me trompe, mais c'est plutôt de l'ordre de 12 à 13 millions. C'est colossal et c'est numéro 1, quelle que soit la plateforme où ça se trouve. Ouais. Voilà, c'est incroyable. Donc en fait, il y a une adoption de la technologie en fait, qui est beaucoup plus grande. Pourquoi ? Parce que comme partout, quand on utilise les iPads et toutes ces belles machines, la technologie vient s'effacer devant l'usage. Et effectivement, il y a moins de points de friction. Et aujourd'hui, les gens sont tout à fait prêts, je pense,
de plus en plus, avec peut-être un Oculus Quest 2, avec un MetaQuest, de pouvoir utiliser ces périphériques. Et qu'est-ce qui a changé, Christophe, par rapport à 2007, technologiquement parlant? Est-ce qu'on a passé ce palier qui fait que ces mondes virtuels vont devenir une réalité et s'imposer sur la durée? Parce que finalement, on l'a vu avec Second Life, ça fait pchit. Hein. Il y a premièrement la puissance embarquée, hein, clairement. Julien parlait du M1, ou tu parlais du M1, toutes mes excuses. Tu parlais du M1, et effectivement, le M1 consomme très peu et est un super calculateur en soi. Donc c'est ce dont on a besoin. La 5G arrive, qui se trouve être aussi quelque chose d'hyper important pour des connexions multiples et du streaming. Et la latence très faible. Et une latence très faible, effectivement. Et au-delà, Laurent, Christophe, on a fait un bond de géant en l'espace d'une quinzaine d'années, entre 2007 et aujourd'hui. En matière d'intelligence artificielle, par contre, le bond est considérable. Ouais, on pourrait imaginer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ces mondes qui évolueraient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui se nourriraient de calculs. Tu vois, les avatars intelligents permettraient de nous remplacer lorsqu'on est déconnecté, parce que finalement la grande difficulté de Second Life, c'était que tu étais là, tu te connectais, puis tu sortais, tu n'existais pas. Donc tu pourrais imaginer avoir une sorte de continuité dans ces univers. C'est ça qui est nouveau, en fait. Et d'interagir aussi avec des choses. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir, par exemple, quand tu interagis avec une marque, et je ne sais pas si on parle après de Carrefour et je crois que oui, hein, de Carrefour, de H&M, tout ça, mais les marques vont avoir besoin d'avoir une présence permanente, donc du coup d'être représentées par des machines, quoi. Alors, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la blockchain, on parle des NFT, hein, qui en parlait tout à l'heure, Julien, qui a fait partie des buzzwords du moment. Non, mais pour moi, là, Olivier, on touche le point pour lequel Mark Zuckerberg y va et pousse à fond. Je suis d'accord. La thune. C'est ça. C'est du commerce. Ils veulent recréer une deuxième vie, un deuxième monde pour nous vendre des fringues virtuelles, pour nous vendre des occupations virtuelles et les financer. C'est ça la grosse différence avec Second Life. Et prendre, parce que technologiquement prendre une partie au passage, quoi. Exactement, parce que très très juste, Fortnite. Je rappelle que Fortnite est gratuit. Alors pourquoi Fortnite, on en parle tant ? Parce que déjà, il y a plein de gens qui trouvent que c'est un super jeu, mais parce que ça génère des milliards. Pourquoi ça génère des milliards alors que c'est gratos ? Parce que les gens, ils achètent des skins, des tenues, etc. Et ça, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Et tout le monde veut son jeu-service. Et donc demain, sa vie-service. Et s'ils peuvent... Aujourd'hui, ils étaient super sur les réseaux sociaux, ils ont plein de gens, etc. Très bien, ils affichent de la pub. OK, on arrive peut-être au bout d'un système. Et ils l'ont bien compris, avec les données personnelles, etc. Alors vite, il faut se réinventer. Mais il n'y a pas soudainement un amour de Mark Zuckerberg via des avatars rondouillards et colorés. Non, son amour, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est le business. Et ça, c'est le Far West, c'est la ruée vers l'or. Et là, les possibilités sont illimitées. Donc la blockchain est arrivée entre-temps, les NFT sont arrivés entre-temps. Et ça rend vraiment possible ces jetons non fongibles. C'est vraiment la pièce maîtresse pour l'éclosion des métaverses aujourd'hui. C'est surtout ça, c'est surtout le lien avec ce que vient de dire Julien. C'est-à-dire que en fait, le NFT, imagine qu'avant tu rentrais dans une galerie d'art, tu achetais une œuvre. Aujourd'hui, tu vas acheter ton token. Mais la grande force, c'est que ce token, tu vas pouvoir le mettre, l'exposer, entre guillemets. Donc, Twitter te permet, si tu as de changer ta photo de profil pour mettre, et donc Twitter, du coup ta photo n'est plus ronde, mais ta photo est hexagonale. Le skin dont parlait Julien, c'est ça, quoi. Tu vois, si tu as acheté quelque chose qui est à toi, et donc il y en a un nombre limité, donc il y a une espèce de rareté. Et on dispose en plus, au-delà d'il y a 15 ans en arrière, Christophe, d'un écosystème à la maison qui nous permet d'être connectés en permanence, le Wi-Fi, le 5G, tu l'as dit, et des objets connectés partout qui nous permettent de passer du virtuel au réel sans cesse. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer avec comme application, que ce soit pour des entreprises, pour des particuliers autour de ces NFT? Mais donc, ce dont, en fait, je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce qui a été dit. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Meta, Zuckerberg, essaye de faire en sorte de nous amener dans un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un paradigme ici, dans la vraie vie, sauf si on est déjà dans la matrice, mais du coup, je ne suis pas au courant. Tu vas voir, à la fin de l'émission, il va se passer quelque chose de terrible. Avec un système de taxation, avec un système de propriété, et tout ça est normalisé, tout ça rentre dans des cases qui ont été posées par des États et des gens qui se sont occupés de tout ça. Quand on va faire rentrer
des millions de personnes dans un métaverse, ce sera effectivement, comme le disait Julien, l'architecte du métaverse qui va décider de comment ça va se passer. On parlait tout à l'heure de Carrefour. Le truc qui est incroyable, c'est vrai que tu parlais d'avoir un tableau, assez critiqué d'ailleurs, ça arrivait assez opportuniste, on peut le dire. Tu parlais, Laurent, d'avoir un tableau en NFT chez toi, mais il faut encore aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que Carrefour a sélectionné, par exemple, c'est 2 sandbox. Voilà, et 2 sandbox, avant de commencer à faire quoi que ce soit, tu dois t'acheter un terrain. Le plus petit terrain aujourd'hui doit être... Donc c'est un NFT, ton terrain. Le plus petit terrain disponible encore aujourd'hui, c'est 13 000 $. Ben là, ils ont payé beaucoup plus cher, je pense. Donc, oui, très certainement. Ouais. Mais donc, il faut le savoir, le plus mal placé dans le métaverse et le plus petit, c'est 13 000 $. Ouais, c'est dingue. Et donc, on change complètement le paradigme. C'est rien pour Carrefour. Donc, c'est là l'idée géniale, c'est ça, quoi. Ouais, et ce matin, j'ai un de mes contacts, un de mes amis qui disait, il parlait donc dans les NFT, un des NFT dont on parle le plus, c'est ces petits singes. Et il disait finalement c'est un club d'hommes riches, tu vois, qui devient de plus en plus fermé, quoi. Le truc le moins cher qui se négocie aujourd'hui, c'est 15 000 $, quoi. Tu vois, c'est 13 000 $, quoi. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a Justin Bieber qui en a racheté un pour $1 million là. Tout à fait. Il y a quelques jours, et il y a quelqu'un dans les mondes virtuels là, du métaverse qui a voulu avoir la parcelle. Et qu'il a dépensé, je crois, 500 000 $, parce qu'elle est à côté de celle de Snoop Dogg. Voilà. Donc ils veulent être voisins virtuels. Ouais, c'est ça. Tu recrées la rue à Miami ou à Los Angeles, quoi. Donc aujourd'hui, les entreprises elles payent, ou les artistes ou les influenceurs, ils vont parce qu'il faut pour y être vus, ils payent pour voir. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à court terme pour les entreprises? Ils auront tous des bureaux virtuels, tous des magasins virtuels. Ben voilà. Effectivement, pour répondre à ta question de tout à l'heure, tu parlais finalement de ce qu'on appelle le phygital. C'est le lien entre le paradigme digital, le monde digital et le réel. Et effectivement, il n'est pas possible aujourd'hui, si tu n'as pas de magasin à un endroit, de faire vivre une expérience client, visiteur intense à tes clients, si tu n'as effectivement pas de point de vente dans la ville, par exemple, de tes futurs clients. Dans le monde du métaverse, ce sera totalement différent. On va pouvoir aller dans un Apple Store du métaverse et avoir accès à l'achat, effectivement, au travers du métaverse. Via une crypto-monnaie. Via éventuellement une crypto-monnaie, ça c'est hyper intéressant aussi. Via une crypto-monnaie, on va pouvoir faire des achats et puis se le faire livrer dans la vraie vie, y compris pour les services. Et alors juste pour rebondir sur la partie crypto-monnaie, c'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, en finance, il y a vraiment 2 mondes. Il y a ce qu'on appelle l'ancien monde, ce que les financiers appellent l'ancien monde. C'est l'argent que vous et nous, on utilise en fait pour acheter des sandwichs, etc. Et puis, il y a la partie crypto-monnaie. Et une fois que l'argent est dans la partie crypto-monnaie, aujourd'hui, il n'y a pas de régulation de la part des États. La Chine essaye, etc. Ce qui veut dire... C'est vrai, tu non, nuancer un peu. Non, je veux nuancer. C'est que, pour l'instant, il n'y a pas de régulation, mais ils sont quand même sur les charbons ardents. C'est comment on va taxer ça. Ah oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc ça va, ça va arriver. Et c'est vrai qu'on voit tout et n'importe quoi. Voilà. Dans les dictatures fiscales dans lesquelles on évolue. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, c'est encore la responsabilité de cette affirmation. C'est-à-dire qu'on vit dans des dictatures fiscales. Moi aussi, j'affirme. L'État est capable de te prendre 75% de ce que tu gagnes. Ça devient une dictature fiscale. Mais donc, effectivement, juste pour rebondir sur la partie crypto-monnaie, la partie crypto-monnaie, une fois que l'argent, pour le moment, est en partie dans le nouveau monde, en fait, crypto-monnaie, les États n'ont plus de regard pour le moment dessus. Et donc, à nouveau, c'est l'architecte qui décide de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Et ça pose des problématiques dont on va parler dans un instant. Je veux juste dire, là où tu as entièrement raison, c'est que si tu arrives à amener et à faire fructifier cet argent dans ce monde virtuel, c'est là où l'État va te taxer, c'est quand tu vas revenir dans son périmètre de circulation. Exact. Donc là, je suis d'accord avec toi. Allez, 2 réactions rapidement sur Twitter, parce que vous étiez vraiment très nombreux à réagir. Encore demain, nous regardez, la crise sanitaire dirige les entreprises vers le virtuel avec la généralisation des outils de travail à distance. Si on arrive à créer des vrais doubles digitaux, des salles de réunion, le métaverse pourrait aider à retrouver les interactions sociales en télétravail. Donc ça, c'est le côté plutôt sympathique du métaverse. Et à l'inverse, je tombe à Jrani qui n'est pas d'accord. Je ne pense pas qu'à cette vision, et franchement, je ne l'espère pas. Pour moi, le métaverse, c'est l'évolution de trop, ce qui nous déshumanisera. Après, peut-être que je suis déjà trop vieux pour ces
connerie, mais quand même 32 ans. Enfin, oui, c'est jeune. Enfin, je ne vois pas ce qu'Apple viendrait y faire. Je suis assez d'accord. Bref, vous l'aurez compris, les amis, les géants de l'économie numérique voient dans le métaverse une manière d'asseoir un peu plus leur suprématie, d'échapper, on en parlait, aux organismes de régulation, voire aux États, vers la taxation. Est-ce la finalité cachée de tout ce maelstrom que l'on vit en ce moment, le ou les risques et dérives possibles? On passe au crime en conclusion de cette émission. Alors, quels sont les enjeux éthiques, les dérives possibles autour du métaverse? Une réaction encore de Mano, il a été très prolifique ce soir. Qui maîtrisera le métaverse? Qui décidera de ses règles dans ce domaine? Cela a toujours été la loi du plus fort. Face à un acteur de la taille de Facebook ou autre GAFAM, il n'y aura pas beaucoup de place. Dans ces conditions, Apple y a tout intérêt d'y aller. Ou plutôt, les États devraient plutôt s'y intéresser. Alors, quelles sont les dérives possibles? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Allez, un peu la parole à Didier, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que ça te fait peur, toi, concrètement? Et est-ce que tu penses qu'il faudra une régulation de ces futures républiques numériques qui risquent d'arriver demain? Mais après, c'est vrai qu'en reprenant un petit peu ce qu'on a dit, tout dépend de la forme que prennent ces univers, de qui sont derrière, et effectivement comment ils sont mis en place, comment ils sont exploités. On a le droit aussi de les voir de manière positive. Elles peuvent nous apporter des choses comme nous ont apporté toutes les technologies qui sont arrivées. On est toujours dans... C'est amusant, dès qu'il y a de nouvelles technologies, on commence par avoir peur, après on se dit c'est cool, et après on se dit on avait quand même raison d'avoir un peu peur. Et je pense que... Là, il y a de vraies dérives possibles. Quand je te parlais de république numérique, on peut imaginer que tu es on voit bien Matrix, c'est comme disait Julien, c'est le summum du métaverse. Non, mais sans aller vers ça, Didier, tu pourrais avoir des métaverses, des endroits qui seraient absolument pas régis par les lois de l'État, qui disposeraient de ses propres lois, des propres taxes, sa propre crypto-monnaie. Ça pose de vraies questions sur l'avenir. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu comme le mot cloud. Il est apparu d'un coup, alors qu'en fait, tout ça existe déjà. Julien le sait très bien, quand il va dans WoW, quand il va dans, j'en sais rien, dans GTA, etc., tu as déjà ça. Tu as déjà ton univers parallèle. Alors, il dure que le temps du jeu, mais il y a déjà de l'échange d'argent. Tu vois, il y a déjà toutes ces dérives en fait qui sont en place. On voit des gens qui se marient dans WoW. On voit aussi toutes les dérives derrière. On voit, tu vois, il y a eu des gros scandales aussi dans certains jeux comme ça. Donc, on a déjà cette expérience-là. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de maîtriser ce qu'on met derrière. Et on parlait des NFT et des cryptos tout à l'heure. C'est-à-dire que ces trucs-là sont apparus finalement sans le contrôle des États, sans le contrôle des lois même. C'est indépendant presque de la loi aujourd'hui. Et on ne sait plus le maîtriser. C'est-à-dire que le produit technologique a pris le pas finalement sur le monde réel. Donc la question aussi qu'il va falloir se poser, mais pour moi, les vrais enjeux autour de ça sont que nos décideurs ont toujours un énorme temps de retard. En fait, ils arrivent toujours après la guerre. Donc la façon dont il faudrait maîtriser ces outils, il faudrait presque le décider de maintenant. Mais comme on ne connaît pas les outils, c'est compliqué. Tu vois, et je pense que c'est un vrai raisonnement très, très complexe d'avoir aujourd'hui. D'ailleurs, quand on regardera dans 10 ans notre émission, on se dira comité de direction. Peut-être des fous. Quoi. Une réaction de Julien, est-ce que tu es inquiet de l'émergence de ces républiques numériques? On sait qu'aujourd'hui, on assiste à un quasi-monopole des GAFAM dans la vie économique et numérique, qui sont déjà des quasi-États dans l'État, qu'ils ont des moyens illimités. Ils ont, on le disait tout à l'heure, la puissance économique de certains pays développés, à rien de leur PIB. Et si demain ils arrivent à nous enfermer dans un métaverse, ils plient le game, sans jeu de mots, Julien, parce qu'ils empêchent tout nouvel entrant. C'est ça qui m'inquiète personnellement. Si on devait filer la métaphore avec Matrix, il y a un élément qui me paraît ultra intéressant, et ça reprendra un petit peu ce que Didier évoque, c'est qu'on peut évidemment en voir les dérives potentielles, on peut en voir l'aspect sombre, et Matrix le montre très clairement, mais Matrix montre aussi autre chose. Il montre qu'il y a des gens qui préfèrent rester dans la matrice plutôt que repartir dans le monde réel, parce que le monde réel, il est devenu assez glauque. Et regardez le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes écologiques, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes maintenant, jusqu'à présent on disait oui, il pourrait y avoir des... maintenant on a vu vraiment ce que ça pouvait être, et on a vu à quel point l'humain était fragile. Il ne faut pas se leurrer, il y a des gens qui préféreront, tout comme aujourd'hui il y a des gens qui ont englouti énormément d'années de vie dans les MMORPG, etc. Et ils l'ont fait honnêtement avec
énormément de passion, parce qu'ils ont réussi à s'accomplir bien plus dans un Final Fantasy XIV ou dans un World of Warcraft, où on leur a donné des responsabilités, où par rapport à leur vie bien réelle, où parfois ils pouvaient se faire chahuter, parfois harceler, etc. Et je fais pas genre un espèce de clicheton. Il y a beaucoup de personnes à qui c'est arrivé, qui se sont vraiment réalisées, qui ont été chefs de guilde dans World of Warcraft et qui ont montré toutes leurs compétences sociales, là où dans la vraie vie, peut-être qu'ils étaient extrêmement timides et qu'ils n'y arrivaient pas. Et ben pourtant, ces compétences-là, ils ne les ont pas inventées, ils les avaient en eux. Et donc peut-être que dans ces métaverses, dans ces mondes virtuels, ils vont pouvoir exprimer autre chose. Donc, comme d'habitude, c'est impossible aujourd'hui, ne serait-ce que parce que c'est très compliqué de définir. Aujourd'hui même, on n'a pas réussi à dire précisément ce sera quoi les métaverses. On sait globalement ce que peut être la définition, mais ça peut revêtir tellement de sens, tellement de choses distinctes. Ça peut aller vers le très bon comme le très mauvais, comme la vérité se trouvera sûrement au milieu. Ça restera en vérité un outil. Comme tous les outils, un tournevis, vous pouvez faire plein de choses, des bonnes et des moins bonnes. Donc, tu as raison, Olivier. C'est des États dans l'État potentiel. C'est une puissance économique, culturelle aussi. Parce que forcément, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a des choses qui sont possibles, pas possibles. Ah bah, pourquoi ? Je n'ai pas le droit de mettre ce tableau. Ah bah non, parce que nous, censeurs Facebook, on a décidé qu'il ne fallait pas le mettre. Bah, pourtant, je ne sais pas, il est dans les plus grands musées français. Enfin bon, bref, tous ces sujets-là vont revenir sur le devant de la table. Et je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de régulation qui s'opère de manière étatique. On évoquait les cryptos. Moi, je suis persuadé qu'un jour, les États vont créer leurs cryptos. L'anneau unique pour les gouverner tous. Ouais. C'est un peu le sens de l'histoire. Maintenant, je ne sais pas du tout de quel côté la pièce va basculer pour l'instant. Quelque part, pour paraphraser une de tes vidéos et paraphraser un célèbre philosophe, ça sera Michel Serres, ce monde virtuel sera celui que nous en ferons. Voilà, donc on verra ça dans les années qui viennent, et il faudra rester en tout cas vigilant, et j'espère que les équilibres s'établiront, sachant qu'il est déjà en construction, il est déjà en partie là, ce monde virtuel, on le vit tous les jours, heureusement ou malheureusement, sur les réseaux sociaux. Allez, on passe à la dernière rubrique de cette émission, et c'est bien sûr de vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Didier, bien sûr. Eh ben, je vais te donner un coup de cœur de jeune, parce que c'est marrant, c'est un produit qui est sorti un peu comme ça, et j'ai vu beaucoup de gens autour de moi dire oh, c'est quoi encore ce truc ? C'est les claviers Logitech qui s'appellent Pop Keys. Ouais. Et en fait, c'est assez amusant parce que les gens de notre génération se disent oh, c'est quoi ces machins, c'est tout coloré et tout. Et tous les jeunes que j'ai vus autour de moi, ils ont dit mais je le veux. Et en fait, c'est bête, hein, c'est des claviers tout bêtes, mais Logitech a mis des petites couleurs, des petites touches rondes, donc il est disponible en plein de couleurs, il a un petit côté mécanique tu vois, qui fait un petit peu de bruit, il y a la petite souris associée, en plus c'est très compact, donc c'est bien compatible avec aujourd'hui la mobilité et tout, et bon, ça vaut quand même son petit prix, parce que ça vient de sortir et tout, mais je pense que ça va baisser assez vite, c'est plutôt quali, parce que c'est Logitech qui est derrière, et moi j'ai trouvé que ça faisait du bien d'avoir des choses un petit peu voilà, jeunes et colorées, pour remettre un petit peu d'envie dans ces univers informatiques. Et donc ça s'appelle Logitech PopKey. Alors le prix, que je te dise pas de bêtises, c'est autour d'une centaine d'euros à peu près. Ça dépend si tu prends la souris ou pas. Et en termes de frappe, c'est un peu différent. Ça rappelle un petit peu les vieilles Remington portatives chez Gainsbourg. Ouais, on dirait un peu une machine à écrire. Il faut savoir quand même, ça c'est un truc, je le dis souvent, mais les jeunes ne savent plus écrire. Du tout à l'ordinateur, ils n'ont pas de cours de clavier quasiment à l'école, et ils font tout au smartphone maintenant. Ça redonne envie, je trouve, de taper au clavier, c'est plutôt pas mal. Julien, on n'avait pas forcément préparé. Est-ce que tu as pensé à un petit coup de cœur ? Est-ce que tu as simplement quelque chose qui te fait vibrer en ce moment, que ça peut être un jeu, ce que tu veux ? Eh ben, si tu me permets, Olivier, je vais vous en proposer deux. Oui. Alors, il y en a un qui est tout frais, qui sort ce vendredi 4 février. C'est Dying Light 2. Donc là, c'est du jeu vidéo. C'est un univers post-apocalyptique, comme vous en avez vu tant. Mais néanmoins, il a une petite spécificité, c'est qu'il y a énormément de liberté, beaucoup de verticalité. Et il y a, en fait, le personnage fait du parcours. Donc, on va vraiment courir dans tous les sens, sauter, s'agripper. C'est vertigineux, c'est vu à la première personne. Et je peux vous assurer que quand vous êtes au sommet d'un building à des centaines de mètres, avec des cohortes de zombies qui vous pourchassent la nuit, avec les cris, etc., c'est assez saisissant, et ça a un avantage, c'est que ça sort vraiment sur toutes les machines, que ce soit de la PS4 à la PS5, à la Xbox One, à la Xbox Series, et sur le PC, et même sur Switch, mais d'ici 6 mois. Donc ça, c'est très cool. Mais pour être aussi un peu dans le monde d'avant, oui, c'est ça. Eh ben, je vous conseille, avec le fond vert, regardez, je le mets près de moi, voilà. Comme ça vous allez le voir, mais c'est à l'envers. C'est un manga, une série de mangas. En fait, j'adore Lovecraft.
Et c'est un mangaka japonais qui s'appelle Gu Tanabe et qui a repris certains des chefs-d'œuvre de Lovecraft, et c'est absolument admirable. C'est-à-dire que le trait, alors malheureusement je peux pas trop vous le montrer parce que c'est de loin, sinon c'est tout en noir et blanc, et ça a un côté, alors c'est du manga, ok, parce que c'est du dessin, mais ça ne sera pas les clichés du manga, c'est-à-dire avec les personnages, avec des méga grands yeux et tout. Non, alors dire c'est assez adulte ne veut absolument rien dire, donc je ne le dirai pas, mais c'est brillant, c'est absolument brillant, c'est fascinant, et si vous aimez Lovecraft, et si vous avez lu Lovecraft, vous allez repartir dedans. Moi j'adore Lovecraft, je trouve ça fascinant et terrifiant à la fois. Et si vous ne connaissez pas bien Lovecraft, mais que vous en avez entendu parler, parce que c'est quand même un peu pierre angulaire de tout le fantastique, que ce soit en littérature, au cinéma ou dans le jeu vidéo, eh bien foncez, c'est génialissime, et il y en a plusieurs, voilà, c'est pas super cher, et c'est très quali, et je conclus en disant, et en plus, le plaisir de l'ancien monde. On en revient. Pages. Ah ben moi, pour lire, je préfère largement le physique. Et surtout, la couverture étant simili-cuir et sent bon et est agréable au toucher, c'est un régal. As-tu un NFT pour prouver que c'est ta propriété, Julien ? Absolument pas, et je m'en fiche complètement. Je ne veux pas de ça. Donnez-moi mon bon vieux bouquin, c'est très bien. Voilà. Que je range dans ma magnifique bibliothèque virtuelle que j'ai derrière moi. Tout à fait, derrière moi. Laurent, ton coup de cœur cette semaine? J'en ai deux, et comme Stéphane Zibi m'a laissé sa place, il est face à moi là, donc du coup je vais l'honorer en disant j'en ai deux. Le premier, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est que Hidden Folks est sorti sur arcade, donc, et c'est le genre de jeu que moi j'adore. Donc c'est pas du GTA dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est pas du Final Fantasy, c'est un jeu où il y a des écrans, il faut trouver des petits personnages au milieu des écrans, et j'adore ce genre de conneries. Et voilà. Et le deuxième, c'est, on a parlé de NFT tout à l'heure, et cette semaine, on m'a beaucoup posé la question, on m'a posé 3 fois la question en disant, mais Laurent, je veux juste voir à quoi ça ressemble, donne-moi un endroit où je peux aller les voir. Et donc en fait, il y a un site qui s'appelle OpenSea, qui référence les NFT, et on voit tout à l'heure, je parlais des singes, et Bored Ape. Voilà, Ape, hein. Et donc du coup, tu as la liste, et tu vois leur prix, tu vois leur valeur, tu peux suivre. Ça te donne une idée de ce que c'est. Voilà. Moi, j'avais pas trop suivi. Je suis donc totalement immergé, sans jeu de mots, pour préparer cette émission, et c'est vrai que c'est incroyable le phénomène qu'il y a autour de ça. Et il faut avoir les clés quand même pour y rentrer. C'est pas toujours évident. Christophe, on va pas parler de clés, mais on va parler toujours d'objets connectés grâce à toi. D'objets connectés, évidemment. Pour préparer cette émission, je me suis dit, je savais que Laurent allait être là, et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui va lui faire plaisir, quoi. Bah tiens. Et donc je ne pouvais pas faire autrement que de parler de domotique, effectivement. Et dans les objets connectés, entre autres, il y a celui-ci qui me plaît pas mal en fait, qui s'appelle l'Aqara Roller Shade Driver E1. Et qui nous permet en fait de diriger comme on le désire, d'ouvrir, de fermer les stores qui sont au niveau de nos fenêtres. Et donc ça robotise des stores qui ne le sont pas. Tout à fait. Exactement, et donc ça peut s'adapter vraiment à tout type de store avec ce genre de choses. Et c'est plutôt pas mal. Tu glisses à l'intérieur le boot, la chaîne en plastique qui permet de monter et descendre, et il y a un moteur, et c'est motorisé. Voilà, exactement, qui va dans les deux sens. Tu peux le commander après avec Home, entre autres. C'est HomeKit. C'est HomeKit, c'est Zigbee numéro 3. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc maintenant, chez moi, le soir, pour le plus grand bonheur de ma femme et de mes enfants, les stores s'ouvrent en fait quand il y a de la lumière à l'extérieur. Et ils se ferment automatiquement au moment du coucher. Super. Et donc ça s'appelle, tu m'as dit, l'Aqara Roller Shade Driver. Exactement. E1, voilà un nom tout en poésie. C'est 70 €. 70 €, voilà. Mon coup de cœur de mon côté, d'abord un petit coup de chapeau et un petit coup de cœur. Je vole le coup de cœur de Stéphane Zibi qui ne peut pas être avec nous, mais je voulais en parler également. À School TV, c'est la nouvelle TV qui est lancée, qui est autour de l'enseignement en ligne et des enjeux de l'enseignement de demain. On retrouve notre amie Marjorie Paillon, avec qui on a pris beaucoup de plaisir à faire On refait la tech. Ça va revenir, On refait la tech, soyez au rendez-vous prochainement. Et puis notre ami aussi Damien Douanier, un chroniqueur d'On refait le Mac, on le souhaite. Bonne chance dans cette belle aventure, ça s'appelle School TV, www.schooltv.com. Mon coup de cœur, c'est Terre à Terre, c'est le dernier doc Thunderbolt 3 de chez SanDisk Professional. Regardez, c'est un beau bébé. C'est le ProDock 4. Regardez, et la particularité de ce dock, en plus d'avoir les ports Thunderbolt, USB-C, USB-A, derrière il y a du DisplayPort, il y a encore du Thunderbolt, il y a l'Ethernet Gigabit, évidemment. Vous avez 4
emplacements, 4 baies, qui sont accessibles en appuyant sur les petits boutons qui est là, et vous glissez les lecteurs de votre choix. Un lecteur pour carte compact flash, un lecteur pour carte SD, vous avez tous les formats jusqu'au RAID, et en fait, pour un professionnel de la vidéo, regardez, on vous a préparé une petite vidéo, d'ailleurs vous le retrouverez, c'est le format OLM Express qui sera en parallèle de cette vidéo disponible, c'est une vidéo qu'on a fait pour notre partenaire SanDisk. Vous avez tous les détails, comment ça marche. Vous voyez, c'est baies, vous glissez, vous pouvez décharger, c'est une usine à décharger tous vos contenus simultanément de tous vos caméras, de tous vos cartes, de tous vos appareils photo à la vitesse du Thunderbolt, et ça va 2 fois plus vite que le lecteur de cartes intégré sur nos MacBook Pro. Donc c'est de la belle ouvrage, ça s'appelle le ProDock 4 de SanDisk et ça coûte autour des 550 €. C'est un dock et en plus vous avez un lecteur de cartes qui permet de décharger simultanément toute votre carte, donc c'est vraiment super. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Julien bien sûr sur sa chaîne YouTube. Il y a un event particulier dans les semaines, dans les jours qui viennent de ton côté. Oh là là, il y en a plein, sûrement des rachats à milliards encore qui vont débarquer. Il y a plein de choses. Et puis il y a des gros jeux qui sortent. Il y a Horizon Forbidden West, il y a Elden Ring, il y a Gran Turismo 7. Donc bref, il va y avoir beaucoup d'actu sur la chaîne. Bon. Didier, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac et sur sa chaîne. Vous retrouvez également une nouvelle rubrique sur Mac Forever, ça s'appelle le busomètre, c'est ça? Et oui, écoute, voilà, vous retrouverez le busomètre, on va le séparer un petit peu aussi d'ORLM pour vous donner aussi envie. Voilà, ceux qui connaissent pas On refait le Mac, tu vois, ils pourront y venir par le busomètre, voir qu'on est des gens cool et qu'on a des invités cool comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, un peu plus court. J'ai trouvé très sympa cette émission, comme d'habitude, hein, mais vraiment les débats étaient d'un très haut niveau et je tiens à le saluer. Merci Didier, merci Christophe, merci Laurent. Vous revenez quand vous voulez. Christophe, il va falloir que tu viennes plus souvent. Tu es ici chez toi, Laurent. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Si tout va bien, la semaine prochaine, on va essayer de parler de podcast. Le podcast est de retour, le podcast is back. Le podcast retrouve ses lettres de noblesse. On va essayer d'en faire un point. Est-ce que c'est vraiment le moment de s'y lancer? En attendant, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner. Abonnez-vous, On refait le Mac, on est très en retard si on regarde notamment par rapport à notre ami Julien. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton et sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis réagissez sur les commentaires, on répondra bien sûr en direct ou presque. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.